transition de 2014-2015. Plus rien ne sera comme avant. C'était le slogan des insurgés en 2014. Et la question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en a été ainsi pendant la transition de 2015 et après la transition. D'où l'intérêt de s'interroger aujourd'hui sur les forces et les faiblesses de cette expérience de transition qui a duré 12 mois, comme vous le savez, à l'issue de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Alors, en termes de contexte, il faut dire que cette insurrection avait mis fin à 27 ans le régime que les politistes qualifient de semi-autoritaire, le régime hybride de Blaise Compaoré. Et on a assisté à des élections qu'on pourrait qualifier de fondatrices, en ce sens que les élections de 2015, fin 2015, avaient permis d'enclencher un processus de transition, de passage à un nouveau régime. Mais lorsqu'on observe, on constate qu'il y a eu certains changements de régime, mais on n'a pas assisté, je dirais, à un changement profond, notamment au niveau du personnel politique et surtout dans les règles du jeu, de la gouvernance politique. Et on a connu à partir de 2016 la crise sécuritaire qui s'est aggravée d'année en année, laquelle crise sécuritaire a d'ailleurs servi de prétexte au coup d'État du 24 janvier 2022. Alors, lorsqu'on compare les transitions de 2015 et celles qui viennent de s'enclencher, il faut observer une différence du point de vue du processus par lequel ces transitions ont été mises en place. Il y a eu en 2014 une insurrection et en 2022 il y a eu un coup d'État. Même s'il ne faut pas exagérer cette distinction, dans la mesure où, même en 2014, il y avait une dose de coup d'État. On se souviendra que le lieutenant-colonel Zida avait suspendu la Constitution et les insurgés, après la démission de Blaise Compaoré, avaient opté pour la mise en place d'un régime de transition en lieu et place d'un processus qui devait s'inscrire dans la Constitution. Donc, on avait choisi en 2014 de ne pas suivre les règles édictées par la Constitution en matière de vacances de la présidence. Donc, raison pour laquelle je dis de ne pas exagérer la distinction insurrection populaire, coup d'État. Alors, quelles étaient les forces et les insuffisances de la transition de 2015 ? L'objectif de cette présentation, c'est peu constructif. Il ne s'agit pas d'opposer les deux régimes, comme on le voit couramment. Il s'agit surtout de tirer les enseignements de l'expérience de 2015 pour contribuer à faire avancer la construction démocratique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment capitaliser les acquis de 2015 et comment éviter les erreurs qui ont dû être commises en 2015. Mon analyse portera sur 3 grands points. Il s'agit d'abord de l'élaboration de l'agenda de la transition, ensuite le cadre constitutionnel également des institutions, et enfin, il s'agira d'aborder les réformes qui ont été opérées en 2015. Alors, s'agissant de l'agenda de la transition, j'observe comme force que la durée de la transition en 2015 a été négociée en amont avec la CEDEAO et l'ensemble des acteurs internationaux, ce qui a permis donc d'éviter les sanctions internationales. On peut faire une comparaison avec les transitions en cours au Burkina, au Mali, en Guinée, où on voit un bras de fer qui se met en place entre les autorités de transition et les acteurs internationaux, notamment la CEDEAO. Alors, il y a une explication à cela, pourquoi le Burkina n'a pas fait l'objet de sanctions en 2014-2015. L'explication est juridique, parce que d'une part, les insurgés avaient pu faire la démonstration que la réforme proposée par Blaise Compaoré était un coup d'État, qui est un travail intellectuel qui a été fait là-dessus, notamment par le Centre pour la gouvernance démocratique, en s'appuyant sur la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Deuxièmement, la constitution du Burkina Faso autorisait les citoyens à engager des obéissances civiles. Donc, il y a eu des arguments juridiques qui ont été mobilisés par les acteurs, lesquels arguments ont convaincu les acteurs internationaux, raison pour laquelle le Burkina Faso n'a pas fait l'objet de sanctions. Alors, lorsqu'on prend également la durée de 12 mois en 2014-2015, on peut dire que la durée était raisonnable puisque elle a été acceptée par les acteurs aussi bien domestiques que les acteurs internationaux. Mais il faut dire que la durée de la transition est une question de rapport de force.
Parce que, comme vous le savez, aucun texte juridique, aussi bien à l'interne qu'au niveau international, ne fixe la durée de la transition. Au Niger, nous avons connu des transitions de 6 mois, 96, transition de 9 mois en 99, puis transition de 12 mois en 2010 2011. Au Mali, on parle de 4 ans, 5 ans, nous avons 3 ans ici au Burkina Faso. C'est une question donc de rapport de force, ce qui fait qu'il est difficile d'objectiver, en tout cas, sur ce processus. Mais on peut se demander pourquoi 12 mois en 2015 et pourquoi 3 ans pour la transition qui vient de s'enclencher. Alors, si on prend la durée de 3 ans proposée par les assises nationales ici, on peut s'interroger sur, je dirais, les motivations qui ont conduit à passer la durée de la transition à 3 ans. Puisque le principal objectif pour lequel la transition, en tout cas, sur lequel la transition veut travailler, notamment la question sécuritaire, on observe que les réformes ont été opérées, lesquelles réformes n'ont pas été mises en cause jusque-là. Je veux parler de l'adoption de la politique de sécurité nationale. Quand on regarde également les ambitions en termes de production législative, la production législative, on peut s'interroger sur la pertinence de 3 ans. Dès lors qu'en 2015, par exemple, en 12 mois, le Conseil national de transition avait adopté une centaine de lois. Et puis quand on regarde également les objectifs en termes de refondation du pays de façon générale, changement de gouvernance, changement de mentalité, ça sont des changements cognitifs qui s'inscrivent dans la durée. Et de façon générale, sur la durée de la transition, on peut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte, qui permettent d'expliquer la durée de la transition dans les pays après la mise en place d'un gouvernement de transition. Il y a d'abord des débats au niveau interne. Il y a toujours une approche minimaliste et une approche maximaliste de la transition qui s'affrontent. Ceux pour qui la transition est juste une période pour organiser des élections, c'était la position de la CEDEAO en 2014, où le président Macky Sall proposait 6 mois. Et puis il y a les maximalistes qui estiment que la transition doit être un moment de refondation. Donc il faut prendre suffisamment de temps pour refonder l'État, refonder la nation, etc. Ensuite, nous avons les pressions internationales. Mais le gros souci que nous avons avec les pressions internationales, c'est que quand la CEDEAO parle de délai raisonnable, de calendrier raisonnable, mais aucun texte ne dit que ce n'est pas un calendrier raisonnable, aucun texte ne le dit. Aucun texte ne le dit. Raison pour laquelle ici, les assises ont proposé 3 ans, les Maliens proposent 5 ans, etc. Au niveau du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, il n'y a aucune disposition, en tout cas normative au niveau international, qui fixe les délais d'une transition raisonnable. Donc, ça devient une question de rapport de force qui est gérée au cas par cas. Vous avez aussi la sécurité des autorités de transition. C'est une variable extrêmement importante qui permet de comprendre la durée de la transition. Puisque dans toutes les transitions, les autorités de transition vont prendre les dispositions pour s'assurer que les élections ne soient pas organisées dans le court terme, pour éviter notamment que le régime déchu ne puisse revenir au pouvoir. Donc ça, ce sont des impératifs pragmatiques. Et puis vous avez pour notre cas ici la question de l'insécurité. La question ici est de savoir quel indicateur on va utiliser pour mesurer, en tout cas, la sécurisation du territoire au fur et à mesure. Et le dernier discours du chef de l'État a, en tout cas, contribué à semer les doutes par rapport à cette question, lorsqu'il dit que si la sécurité s'améliore, on pourrait revoir la durée de la transition. Ce qui veut dire implicitement que si l'insécurité s'aggrave, on pourrait prolonger la transition. Donc, il y a un doute par rapport à cela, et je pense qu'un des défis de la transition serait que les indicateurs précis soient édictés pour mesurer la sécurisation du pays et savoir à quel moment on organise les élections. Alors, de façon globale, par rapport à la durée de la transition, je peux considérer que la transition de 2014-2015, la durée était raisonnable parce que 12 mois avaient été acceptés aussi bien par les acteurs domestiques que par les acteurs internationaux. Maintenant, il y a eu des insuffisances. Il y a des insuffisances, notamment au niveau de la feuille de route. Parce que si vous prenez la charte de la transition de 2014, la charte n'a pas clarifié l'agenda de la transition. La seule certitude, c'était que la transition devait organiser des élections. Si vous regardez, ni la charte, ni aucun document officiel, en fait, n'a listé les missions de la transition. Et ça, c'était une faiblesse. Et il n'y a pas eu de présentation de la feuille de route de la transition devant le Parlement.
le Premier ministre Isaac Sida ne s'est pas présenté devant le CNT pour présenter la feuille de route. Alors, je sais qu'il y a des arguments juridiques qui ont été mobilisés par certains acteurs pour estimer que, comme ce n'était pas un régime normal, ce n'était pas la peine. En tout cas, ça ne s'est pas fait. Et de façon, l'agenda s'est construit de façon progressive, voire même de façon chaotique. Et l'explication de cette insuffisance réside dans le fait que la transition était arrivée justement par une insurrection conduite par une diversité d'acteurs et qui n'avait pas forcément le même agenda. Ce que Luc-Marie Chibouka a appelé une transition fourre-tout, parce qu'il y avait un peu de tout dedans, y compris des éléments de régime déchu, notamment des éléments de RSP comme Isaac Ziga. Alors, est-ce qu'on a tiré les leçons pour la transition qui vient de s'enclencher? Je dirais oui, parce que quand je regarde déjà, les assises nationales ont adopté un agenda de la transition sur proposition de la commission technique mise en place par les chefs de l'État. Et quand on regarde l'article 2 de la charte de transition qui a été adoptée par les assises, la charte énonce les missions de la transition, notamment son article 2. Ensuite, le Premier ministre a présenté la feuille de route de la transition devant l'Assemblée législative de la transition, ce qui n'a pas été le cas en 2015. J'observe également qu'au Mali, Chokwe Mega a présenté également la feuille de route de la transition devant le Parlement de transition. Alors, quel était le cadre constitutionnel et institutionnel? Je vais parler ici d'abord de la charte de la transition, des questions constitutionnelles de façon générale. Il y a une force, en tout cas qu'on peut identifier au niveau de la transition de 2015, c'est que la charte a été adoptée et signée par les forces vives. La charte a été co-écrite par les forces vives. Donc on n'a pas mis en place un comité technique qui a fait un travail pour le soumettre après aux forces vives. Les forces vives ont écrit ensemble la charte de la transition. Notamment les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, la société civile, etc. Ce qui a permis donc de gagner en temps et ce qui a permis également d'avoir un texte plus consensuel. Ce qui n'a pas été le cas, puisque la charte de 2022, c'est une charte octroyée. Elle a été adoptée en une journée de façon expéditive et signée uniquement par le chef de l'État. Elle n'a pas été signée par les autres composants de la nation. Et cela s'explique par le fait qu'ici, il s'agit d'un coup d'État. Donc les militaires ne doivent leur pouvoir à personne, ils n'ont plus le pouvoir de façon unilatérale. Et c'est ce qui explique de mon point de vue cette démarche en solitaire, cette façon expéditive par laquelle la charte a été adoptée. J'observe également qu'il y a eu comme force en 2014-2015 le fait que les choix du président, la transition a été fait de façon consensuelle. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ça s'est fait de façon consensuelle. Ce qui n'a pas été le cas, puisque ici, la question n'était pas. La question n'était pas discutable. Voilà. La question n'était pas discutable, c'était le président d'Aniba. Là, il fallait discuter sur les autres aspects. Mais cela a été dicté, comme je l'ai dit, par le contexte. Voilà. Coup d'État et insurrection, forcément, cela a eu des conséquences sur la conduite de la transition. Alors, j'observe également quelques faiblesses. Pour la transition de 2014-2015, moi, je considère que ça a été une faiblesse, le fait d'avoir fait cohabiter la Constitution avec une charte de la transition. C'est-à-dire ce bricolage juridique qui consiste à suspendre la Constitution, à la rétablir en adoptant une charte, en mettant en veille certaines dispositions de la Constitution. Ça, il faut vraiment être juriste pour comprendre ce bricolage. Parce que nous autres politiques, parfois, il faut garder serré pour comprendre ce bricolage. C'est ce qui s'est fait en 2014-2015 et on a reproduit ce même schéma pour la transition en cours. Certes, cela a des avantages. Un des avantages, c'est que ça permet une certaine sécurité juridique. On se rappelle tous les débats qu'il y a eu autour du procès Sankara. Ça permet également de capitaliser les institutions existantes. On n'a pas besoin de créer de nouvelles constitutions. Mais je trouve que les limites, quand même, l'emportent sur les avantages. Parce qu'en termes de limites, je pense que ce bricolage, ce mélange de genres est à éviter. Parce que ça discrédite en fait le droit constitutionnel de façon générale. Je pense qu'on aurait dû peut-être procéder gouverner par ordonnance, soit la Constitution, pendant toute la période de transition, gouverner par ordonnance. Laquelle ordonnance organise les pouvoirs publics pendant la période de transition. Et laquelle ordonnance également reconnaît les droits et les libertés fondamentales. Et on aurait dû également, après avoir adopté cette ordonnance portant l'organisation des pouvoirs pendant la période de transition, mettre en place un organe technique pour faire tout ce qui est réforme technique
un organe consultatif où l'ensemble des forces vives vont se retrouver plutôt qu'un organe législatif, et puis avoir voilà, le pouvoir exécutif avec le chef de l'État au sommet. Alors, si on prend le fonctionnement des institutions, la principale faiblesse que j'ai observée pour la transition de 2014-2015, c'est qu'il y a eu parfois un déficit de coordination et de cohérence entre les différents organes de transition. À un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait 3 centres d'impulsion du pouvoir. Il y avait le Conseil national de la transition, il y avait le gouvernement, et puis il y avait la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, dont j'étais membre. Et sur beaucoup de sujets tels que la réforme constitutionnelle, la réforme des médias, la réforme du système partisan, le code électoral, etc., on avait des processus parallèles. Moi, j'étais membre de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Je sais que nous, on a produit un avant-projet de constitution. Le CNT en a fait de même. Je sais que également, nous avons travaillé, nous avons élaboré un avant-projet de code électoral. Le gouvernement en a fait de même au niveau du CNT. Donc, il y avait une faible coordination qui s'expliquait par le fait qu'on avait une transition à 3 têtes. Il y avait non seulement le président Kafondo, le premier ministre Zida, et puis chez lui aussi à la tête du CNT. Et il y avait une sorte d'équilibre, surtout entre l'exécutif et le législatif. Ce qui n'est pas le cas de cette transition, qui est une transition à une tête. Donc, c'est un processus, malgré l'existence de l'ALT et d'autres institutions, je pense que nous avons actuellement une transition à une tête. Donc, ça serait un processus presque pyramidal. Je ne pense pas qu'on ait ce problème de coordination entre les différents organes de la transition. Alors, pour terminer, le troisième point concerne les réformes adoptées en 2015, 2014-2015. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme force? Je pense que c'est là où la transition de 2014-2015 a, si je peux le dire ainsi, marqué des points, a enregistré le plus grand nombre d'acquis. Parce qu'il y a eu une production législative, en tout cas extrêmement importante, aussi bien en qualité qu'en quantité. En 12 mois, une centaine de lois a été adoptée. J'observe qu'en moyenne, le Parlement au Burkina Faso adopte entre 50 et 60 lois l'année. Et en une année, on a adopté plus d'une centaine de lois. Et quand on regarde les textes qui ont été adoptés, c'était des textes qu'on peut qualifier de progressistes. Voilà. Notamment, je vais parler de l'interdiction de l'élection électorale. C'était un sujet qui était de l'agenda depuis des années, mais sur lequel on n'a pas pu obtenir des réformes sous les jours comparés. Je vais parler de l'autorisation des candidatures indépendantes. Il est d'ailleurs temps d'évaluer ce que ça a produit comme résultat. Vous avez la dépénalisation des délits de presse, la constitutionnalisation de l'ASELC. Je précise que si cela n'a pas été fait, peut-être que l'ASELC n'existerait pas aujourd'hui. Parce que j'ai été membre de la commission constitutionnelle et je sais que les débats étaient coulés sur le maintien ou non de l'ASELC. Donc ce que la transition a fait en 2014-2015 était extrêmement important de sécuriser dans la Constitution une des institutions les plus importantes en matière de bonne gouvernance. On peut citer également la révision du code minier qui permet à beaucoup de collectivités aujourd'hui d'avoir énormément de ressources pour financer le développement. Et on peut parler de la réforme de l'armée, voilà, qui a permis de faire en sorte que les militaires qui veulent s'engager en politique soient obligés de démissionner. On peut parler de l'indépendance de la justice, le pacte pour le niveau de la justice, voilà, qui a permis de révolutionner en quelque sorte notre système judiciaire à travers la déconnexion entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'exécutif. On peut parler également des nombreuses réflexions qui ont été faites, notamment dans le cadre de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Mais il y a eu des insuffisances également. La première insuffisance, c'est qu'on a observé en 2014-2015 un certain nombre de réformes controversées, voire opportunistes. Je vais parler de cette réforme au niveau des forces armées, qui a permis par exemple de faire en sorte qu'un lieutenant-colonel soit ait la possibilité d'être nommé à titre exceptionnel général. Et on a constaté que celui-ci a bénéficié de cette mesure. Est-ce que c'est une mesure qui a été taillée sur mesure? On peut s'interroger sur, justement, je dirais, l'opportunité de cette réforme. Est-ce que ce n'est pas une réforme qui a été taillée, justement, sur mesure? Je vais parler également de la loi Chérif, puisque les élections organisées par la transition n'ont pas été inclusives. Les autorités de transition avaient brandi la charte de la démocratie de l'Union africaine, dont les dispositions disent que ceux qui ont participé à un coup d'État doivent être exclus des élections de sortie de crise. Mais par la suite, il y a eu une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a ordonné aux autorités de modifier la loi électorale pour permettre à tous les candidats de pouvoir se présenter aux élections. Les autorités avaient ignoré
se paraît, et je pense que c'est une faiblesse, parce que l'état de droit signifie que les autorités et les citoyens se soumettent à la loi, y compris la loi communautaire. Deuxième insuffisance, c'est qu'il y a eu des chantiers insuffisamment explorés. Je vais parler ici de la réforme constitutionnelle. Il y a eu un déficit de coordination entre les autorités de transition. Le Conseil national de la transition, je l'ai dit tout à l'heure, était assez engagé pour l'adoption de nouvelles constitutions, pour passer à la Cinquième République. Et la Commission de la réconciliation nationale et des réformes également a élaboré un avant-projet de constitution, mais le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est lorsque, vers la fin de la transition, le CNT s'est rendu compte que on n'allait pas avoir une nouvelle constitution, qu'il y a eu ce qu'on appelait la réforme à minima en novembre 2015. Et donc, ça, c'est un chantier qui n'a pas été suffisamment exploré à cause d'un déficit, justement, de consensus au niveau des autorités de transition. Il y a eu également comme faiblesse, et cela peut s'expliquer par le fait que la transition n'a duré que 12 mois, donc elle ne pouvait pas tout faire. Beaucoup de chantiers extrêmement importants, mais qui n'ont pas été faits avant les réformes. Je vais parler de la loi sur le quotage, sur laquelle certainement Martine va revenir. C'était l'occasion, une fenêtre d'opportunité, pour permettre d'avancer dans ce chantier-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a un projet qui a été soumis, qui a été retiré par la suite. Je vais parler de l'inclusion politique des jeunes. Ce sont les jeunes qui ont mené l'insurrection, mais malheureusement, à ce jour, aucune réforme de digne échelon n'a été adoptée en faveur d'une plus grande inclusion des jeunes dans les institutions politiques. On peut parler également du système partisan. Il n'y a pas eu pendant la période de transition une réforme du système partisan, une réforme également du système de financement des partis politiques. Malgré le fait qu'il y avait un avant-projet de texte portant réforme des partis politiques qui a été adopté, élaboré par la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, où nous avons mis ensemble la charte des partis politiques, la loi sur le financement des partis politiques, même la loi sur le quotage, dans le même texte qu'on a appelé avant-projet de texte portant régime des partis politiques, et toujours dans les tiroirs. Et puis, il y a la question de la dépolitisation de l'administration. Là également, un projet a été élaboré au niveau du ministère en charge de la fonction publique sur la transition, mais qui n'a pas été adopté en Conseil des ministres, faute de consensus. Et il y a eu également la question de la chefferie coutumière qui n'a pas fait l'objet de réforme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut